Je suis ravi maintenant de donner la parole à Nicolas Leroll, qui est néphrologue, réanimateur et doyen de la faculté de santé d'Angers. Et il lui reste 5 minutes pour nous dire s'il y a un lien, on l'espère, entre les référentiels et les compétences. Merci Nicolas. Bonjour, ça tombe bien parce que quand Damien Roux m'avait proposé de parler du lien entre connaissances et compétences, j'avoue que la question m'a plongé dans la perplexité. N'étant en plus ni spécialiste du sujet, généralement dans ce cas-là, quand on n'est pas spécialiste d'un sujet, qu'on demande d'en parler, on va dire qu'on fait une approche pragmatique et de terrain, et donc je vais donc faire une approche pragmatique de terrain. Néanmoins, en repartant un peu de la base des fondements de la pédagogie, donc de la pyramide de Miller, qui introduit une chronologie, pas une hiérarchie, mais une chronologie dans l'acquisition des compétences professionnelles, qui part quand même de la connaissance étant à la base, et puis progressivement, l'utilisation de l'intégration de la connaissance pour répondre à des questions, la démonstration qu'on sait utiliser la connaissance, qu'on sait le montrer, et puis véritablement aller vers la performance professionnelle. Et donc c'est le guide qui ne doit pas oublier dans la construction de nos formations universitaires. Alors jusqu'à maintenant, la base de la pyramide était dévolue à une évaluation qui donnait la boussole des étudiants, qui était le CN avec ses fameux QCM, sur lequel il y avait un certain nombre de choses sur lesquelles il y a eu beaucoup d'efforts de fait en termes de transfert de ces connaissances avec les livres des collèges, les cours, les conférences de scène. On est devenus des très grands spécialistes du transfert de ces connaissances et de l'évaluation de ces connaissances. Ce qui était compétence était dévolu au certificat de compétences cliniques dans les facultés avec les stages, le compagnonnage, la simulation. Et malgré des efforts répétés, jusqu'à maintenant, on n'a jamais été très fort. Alors, l'arrivée de ces ECOS dans le SEN, un classement qui va redonner, par les ECOS, qui va donner un sens une boussole différente aux étudiants, on remet les choses avec une progression vers le haut de la pyramide. Mais la question, c'est maintenant, quel enseignement va-t-on faire pour cette évaluation des compétences, pour préparer les étudiants aux ECOS, indirectement visant la compétence professionnelle, avec ne pas oublier que ces compétences qu'on va évoluer vers les ECOS doivent absolument s'appuyer sur la connaissance. En premier, il y aura toujours la connaissance. On voit bien que les spécialités qui ont voulu mettre tout sur la compétence et n'ont pas voulu faire de référentiel du tout de connaissance, voilà, soulèvent certains questionnements. Et puis le deuxième défi qu'il ne faut absolument pas perdre, quand on est doyen, quand on est organisateur, c'est le défi du nombre. On peut se faire plaisir en faisant des évaluations, des formations de la compétence très en lien avec la connaissance sur des petits nombres d'étudiants, sur des tests de modèles, mais pour un doyen, l'inquiétude, ce n'est pas les 10% des étudiants les meilleurs, c'est les 30% les moins bons qu'il faut arriver à amener vers la performance professionnelle. Alors, désolé, ça apparaît pas dans ce que je voudrais. Petite question sur ce lien connaissance-compétence. Si je vous pose ces questions de ces phrases qui sont issues soit des items, soit des situations de départ, est-ce que vous êtes capable de dire si c'est une situation de départ pour chacun de ligne ou est-ce que c'est un item? Bon, je peux laisser regarder 20 secondes. À vous de savoir dans quelle catégorie vous mettriez. Alors, on va tout faire défiler en un coup. Alors, est-ce qu'on se rend compte en faisant cette analyse de ces différentes lignes, c'est que pour un très grand nombre d'items et connexions et situations de départ, en fait, les choses sont parfaitement alignées. Je pense qu'on revient à la notion d'alignement pédagogique et maintenant on rajoute une strate supplémentaire dans l'alignement pédagogique. On retrouve un alignement entre nos items et nos situations de départ sont-elles congruentes? Alors, si une grosse jambe rouge aiguë, c'est pareil. C'est un item et c'est une situation de départ. Hémorragie digestive, on n'est pas très loin. C'est un item. La situation de départ, c'est émission de sang par la bouche. On voit bien qu'en rajoutant hémoptysie, on a tout. Comme un traumatique, c'est quasiment même intitulé. Alors, arrêt cardiaque, on peut discuter sémantique entre arrêt cardiaque et état de mort apparente. Douleur thoracique, purpura, adénopathie, c'est pareil. En revanche, on arrive sur un petit nombre de situations de départ sur lesquelles il n'y a pas forcément d'alignement. En tremblement, on va chercher ça dans mouvements anormaux, ça va. Ivresse aiguë, on va chercher ça dans addiction à l'alcool, intoxication aiguë, ça va. Constipation, c'est une situation de départ. Le seul item qui correspond, c'est constipation chez l'enfant. Donc là, il y a un défaut d'alignement. Apathie,
en faisant recherche sur Excel Social, trouver ces gamma-pathie monoclonales. Je ne suis pas sûr que ça corresponde à la même chose. Jambes lourdes, il n'y a pas d'item. Et contracture musculaire, il n'y a pas d'item. Donc, en fait, on voit bien que les items, la préparation de scène jusqu'à maintenant, même si la modalité d'évaluation n'était pas orientée véritablement sur la compétence, quoique avec les dossiers progressifs, il y avait déjà intégré cette notion de préparation à la compétence avec un certain nombre d'items où très clairement ça visait sur l'item était une situation de départ. C'est juste la modalité d'évaluation qui maintenant va aller un coup plus loin. Attention à quelques situations de départ qui vont imposer un volume de connaissances supplémentaire, un système qu'on pourrait appeler masqué, avec un risque d'inflation qu'on voulait surtout éviter. Typiquement, je vais parler de cette notion de jambes lourdes ou apathie. Alors, probablement qu'on pourrait les retrouver dans les items, mais pour un étudiant, il n'y a pas de lecture directe entre les deux quand on prend les intitulés des items, des AB et des situations de départ. Alors, je reviens à mes questions initiales de que va-t-on mettre maintenant dans nos facultés pour préparer ce lien connaissance vers ce qu'on va évaluer vers les écosses. Alors, pour ça, j'ai fait un petit tour de France de quelques facultés pour leur demander qu'est-ce que vous avez prévu de mettre, en plus de votre formation à la connaissance, pour préparer maintenant vos étudiants à la compétence. Et dans le cadre de la réforme premier, deuxième cycle, est-ce que vous avez rechangé complètement vos maquettes avec une fusion premier cycle, deuxième cycle? Alors, je défile quelques facultés. Je vous fais des retours assez bruts. J'ai mis directement ce que m'avaient mis les doyens. Je n'ai pas été chercher beaucoup plus loin, disant que ce que me disaient les doyens, pour le moment, reflétait l'état d'esprit de l'ensemble de la faculté. Ça se discute, mais ça peut être, c'est ma première approche. Limoges, pas de bascule d'éléments du second cycle à premier cycle, deux cycles qui restent assez définis, et introduction d'Écosse en stage, une journée banalisée pour préparer les étudiants. Tutorat de raisonnement clinique. À Tours, alors Patrice pourra contester ou augmenter. Bon, pas de fusion premier cycle, deuxième cycle pour l'instant. Second cycle, introduction d'Écosse à différents niveaux du cursus. Toulouse, on se retrouve dans le même type d'approche. Je suis désolé de ce passage un peu malvenu des diapositives. Pas de modification premier, second cycle, introduction des Écosses dans les différentes années. Lille, on a quelque chose qui m'a été décrit comme un peu plus avancé. Alors, je remets en gras les choses nouvelles, puisque en fait, tout le monde qu'on demande a mis des Écosses en cours de cycle. Mais une volonté de contextualiser de façon précoce les connaissances, des conférences de raisonnement clinique en troisième année, tous les stages précédés d'un passage au centre de simulation, et chose que j'ai trouvé intéressant de retrouver ce qu'on a, mais à peu d'endroits décrits encore dans les littératures, c'est des vidéos d'Écosse filmées, débriefées en ligne pour aider à la grande masse d'étudiants à le transfert vers la connaissance, vers la compétence. Alors Nancy, c'est maintenant bien sûr le temple de la formation à la compétence, Marc Braun étant le doyen, avec une approche qui est vraiment intéressante, qui est de l'ensemble des cours ont supprimé comme intitulé les items. Les items sont appris en autonomie et un contrôle continu. En revanche, les cours sont remplacés par des ateliers de révision fondés sur situation de départ. Marc, je résume bien la situation. Bien sûr des Écosses, et puis une refonte des stages classés, présentés sous forme des compétences visées dans la situation de départ. Alors, quelques diapositives sur Paris, avec une valorisation des connaissances progressive avec des Écosses, un portfolio, et un portfolio qui prend une importance vraiment importante dans les stages, avec un suivi de l'acquisition des compétences, avec donc un rôle majeur donné au stage, bien sûr avec la simulation qui apparaît en premier, enfin, qui se renforce en premier et en deuxième cycle. Quand on se retrouve sur le modèle de Nancy, avec une bascule des cours uniquement fondés sur des situations de départ et plus sur les items ECN. Lyon-Est a une approche, la seule que j'ai trouvée, alors avec celle qu'on a faite nous, de décloisonnement complet du premier et second cycle, c'est-à-dire qu'on considère que de la deuxième à la fin de la cinquième année, c'est un bloc commun et sur lequel on peut répartir les choses en fonction d'une réflexion indépendante des arrêtés premier, deuxième cycle, et on retrouve les Écosses partout. À Angers, on a fait une approche qui est identique en déstructurant complètement premier, deuxième cycle.
avec des modules qui commencent sur le module de compétences et de connaissances cliniques dès le milieu de la deuxième année, avec un tutorat de sémiologie qui se fait sous forme d'ateliers et d'écosses dès le milieu de la deuxième année, des écosses chaque année, et puis on n'a pas été aussi loin que ce qui est fait à Nancy, on garde les items de l'ECN, mais les cours d'items de l'ECN sont, comme la plupart des facs, pas obligatoires. En revanche, on va mettre obligatoire, en tout cas on va tendre vers ça, pour chaque bloc, des formations type scénario, type apprentissage au raisonnement clinique, qui vont devenir le seul passage obligatoire. Alors on a mis aussi les vidéos du New England Video and Clinical Medicine obligatoire. Donc essayer de repenser complètement tout le parcours. À partir de ces quelques exemples des facultés, on en ressort le paysage de où en sont les différentes enseignants sur comment réaliser cette révolution de transfert vers les compétences, avec ce que cite tout le monde, ce sont la formation par les stages, sur lequel on veut donner un point majeur. La critique qu'on pourrait donner, c'est que ça fait de longues années que dans toutes nos facultés, on a tous essayé de faire des carnets de stage, des compétences, des choses numériques ou papier. On a tous eu cette volonté-là, et on en est tous au même constat quelques années après. Le temps moyen d'enseignants disponibles par étudiant en stage a plutôt tendance à se réduire, et tout ce qui s'accompagne en plus à une formalisation du suivi est plutôt associé à une réticence. Et donc, bien sûr qu'on souhaite tous que le carnet de compétences soit maintenant, les étudiants, les enseignants s'en emparent, encore plus s'il est numérisé, mais on sent bien que les enseignants vont vers ça comme un énième outil numérique qui s'additionne à tous ceux qui ont déjà l'hôpital. Les écosses facultaires, les écosses en stage, les écosses de tutorat, bien sûr, tout le monde en a mis, avec, on sait bien, tout le poids que ça représente d'organisation pour les facultés, les contraintes logistiques matérielles, et puis une question de fond qui est, c'est une modalité avant tout d'évaluation. Les écosses, c'est pas une modalité d'apprentissage. Alors certes, revenir sur une évaluation pour apprendre, c'est bien, mais concevoir la modalité d'apprentissage, d'évaluation comme unique modalité d'apprentissage, a priori, pas sûr que ça marche. La simulation est probablement un outil intéressant, mais qui se rapproche de l'Écosse, mais on connaît les contraintes. Et donc la question pour nos facultés, c'est comment est-ce qu'on va accompagner notre nombre, notre masse d'étudiants vers la compétence. L'enseignement par petits groupes en scénario, tel ce qui est proposé à Nancy, ce qu'on veut faire à Angers, est probablement une piste intermédiaire entre le très grand groupe et le tout petit groupe de simulation ou d'Écosse, mais il va demander à trouver sa place sur des programmes qui sont déjà chargés. On voit bien qu'on a une compétition qui va s'installer horaire de termes de scolarité entre connaissances et compétences. Et la dernière question, c'est est-ce qu'il est possible d'enseigner la compétence à distance en amphithéâtre? Donc, il y a eu une intervention extrêmement intéressante de Fleur Cohen lors de la conférence organisée par la conférence des doyens, qui disait oui, c'est possible d'enseigner la compétence en amphithéâtre, il faut trouver les nouveaux outils avec des écosses filmées, des petits scénarios en groupe, mais il va falloir y trouver. Alors, il y a des choses qui ont été développées en ligne, donc je remercie Damien d'avoir permis de montrer ça, qui sont des scénarios qui sont faits avec des avatars. Il y a pas mal d'endroits où ça a été... il n'y a pas que cette simulation qui a été jouée, mais qui a été développée par un collège. Alors, deux gardes, vous êtes en train d'interroger une jeune femme qui vient pour brûlure mictionnelle quand l'externe d'urgence vient vous trouver. L'externe dit, viens, tu veux, s'il te plaît, ça va pas du tout. Là, vous avez une réponse, attends un peu, je finis ce que je suis en train de faire, ou je viens tout de suite. Alors, on va dire qu'il vient tout de suite. Et donc l'avatar de l'externe dit, dans le fond du box, c'est sa copine qui l'a amené ici, j'ai des troubles de conscience, bien sûr j'ai tout de suite pensé à mesurer alors on va dire que j'ai pensé à mesurer sa fréquence cardiaque, ce qui n'est pas la bonne réponse, et voilà, la fréquence cardiaque, et donc l'interaction se développe, il y a un nombre de boucles qui arrivent, et on a des modalités comme ça qui sont intéressantes. J'espère pouvoir revenir à ma présentation. L'autre chose, c'est qu'il va falloir évidemment repenser la façon de concevoir nos livres, puisque ça va rester très probablement la façon de travailler des étudiants quand ils vont être chez eux le soir. Donc, par exemple, l'approche que nous avons faite dans notre livre de médecine intensive réanimation, qui est évidemment de mettre maintenant plus que les items de CL, mais les items et les situations de départ en tête de chaque chapitre, qui est pensé sous cette double approche, avec
on a mis systématiquement un cas clinique très détaillé pour immédiatement contextualiser, pour essayer de démontrer la démarche qui est faite au sein d'un scénario clinique. Ensuite, le contenu, la connaissance elle-même avec images et vidéos, mais parsemé de quiz qui interrogent l'étudiant au fur et à mesure de sa lecture pour qu'il fasse immédiatement appel à sa compréhension de ce qu'il a lu et de sa mémoire. Une section de points de vigilance que tout le monde fait. Une section qui est particulière pour la réanimation, qui est une section de tic-tac, de chronologie, puisque la notion de temps peut être très variée d'une spécialité à l'autre et donner des repères objectifs aux étudiants. Et puis on termine par un cas clinique final avec une prise en charge faite par un interne, on va dire un peu fatigué, qui commet pas mal d'erreurs, et puis un cas clinique fait par un interne qui fait une prise en charge optimale. Donc nous avons essayé de mêler dans un livre qui initialement est un livre de connaissances des éléments qui tendent vers la compétence. Donc en conclusion sur comment est-ce qu'on mêle connaissances et compétences, je trouve que à la lecture de l'interrogation des différentes facultés, comment enseigner les compétences est encore en chemin. Attention aux écosses, c'est avant tout une modalité d'évaluation, c'est pas une modalité d'enseignement. Les stages, mais ça fait longtemps qu'on essaye d'avoir ce suivi des compétences en stage, pas sûr qu'on réussisse. Attention au problème du nombre d'étudiants, et puis il y a des nouvelles modalités à introduire. Les formations privées vont sûrement s'emparer de ces préparations aux écosses. Donc si on ne le fait pas nous de façon intense, il y a d'autres qui vont le faire. Et ce qu'on a gagné avec nos étudiants en 20 ans, en remettant des conférences d'ECN pour retrouver nos étudiants de la fac, il ne faut pas qu'on le reperde si on ne refait pas ce travail-là pour la préparation aux écosses. Attention aux connaissances masquées, je vous en ai parlé. Et puis les connaissances restent la base. La refonte des maquettes est évaluée. Et puis s'il y a un dernier message, il ne faut pas qu'on perde avec des choses trop formalisées, cet esprit de compagnonnage qui était comme une particularité de notre enseignement en France, où l'accès aux patients est encore quelque chose de largement possible. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Nicolas. On a peut-être le temps de prendre une question. Si on a une, on est déjà un peu en retard. Je suis désolé. Oui. C'est juste que pour tout ça, il faut des gens qui fassent. Et je suis atterrée par l'inertie, la difficulté, le manque de valorisation, le manque d'accompagnement de façon générale de tous ces efforts qu'on fait par le fait que il n'y a pas de prime, il n'y a pas de nomination de profs vraiment sur la pédagogie de façon marquée. Et comment on peut changer ça? Parce qu'on n'y arrivera pas si, en effet, au niveau des hôpitaux, il y a une valorisation des gens qui s'occupent des étudiants et tout ça. Donc, comment on va y arriver? Enfin, il y a un côté pessimiste qui est dire que ça fait longtemps qu'on essaie de suivre. Mais oui, c'est une question. Mais après, la version optimiste, c'est qu'on va y être obligé par nos étudiants. On voit bien qu'on a réussi en 10 ou 15 ans à mettre des conférences de préparation l'ECN dans toutes nos facultés, ce qui avant était l'apanage uniquement des formations privées. Et on sait bien que les amphis étaient vides et le reste un peu dans les après-midi. On a réussi à remplir nos amphithéâtres, on le sait tous, le soir avec les conférences, sous la pression des étudiants. On peut espérer que sous la pression des étudiants, on fasse la même chose sur la préparation à la compétence. Mais il ne faut pas qu'on reperde 10 ans avec le privé qui développe quelque chose. Et puis après, on va se dire, flûte, on ne fait pas nous, c'est pas notre mission est là et on met l'énergie pour le faire. On a quand même réussi à faire des choses, à transformer nos facultés quand même, sur des choses sur lesquelles le degré de valorisation pour les enseignants était quand même assez limité. On a quand même réussi à mettre nos chefs de clinique, nos internes, nos PU, nos MCU dans les tard de soir dans les amphithéâtres. La version optimiste que je peux rapporter.